Le 12 et le 13 octobre dernier a eu lieu au Centre des congrès de Comic-Con de Québec. Toute l'équipe de KBSF y était présente, entre autres Dominique Jaudoin y était pour assister puis animer dans la zone Infini Jeux. Par contre, moi puis Sean, on est allés puis on a fait plusieurs entrevues. On vous propose les différentes entrevues qu'on a réalisées au travers ces deux journées-là. On les a divisées par contre en sections. Fait que c'est pour que ça soit plus facile pour vous de choisir quel thème vous préférez. Puis aux limites que si vous aimez tout, ben vous écoutez tout. Fait qu'on vous souhaite une bonne écoute. Hey, je suis avec SB, connu sous le nom aussi de Simon, dans la zone Ghostbusters, la centrale Ghostbusters de Québec. Comment ça va? Hey, ça va très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous avez du fun à date? On a particulièrement du plaisir cette année, surtout à Québec, là, je dois dire, on a beaucoup de plaisir. Vous autres, comment ça va ici? Ah, nous autres, ça va super bien. Sérieusement, on a vraiment eu énormément de gens, des fans, que par curiosité ou par connaissance, ils sont passés nous voir. On a eu énormément d'opportunités de photos. Faut dire qu'en même temps, le setup qu'on a en ce moment avec des gadgets puis des props qui ont l'air d'être sortis des 4 premiers films, ben ça jette son lot d'envie. Les gens, ils ont vraiment envie de venir voir ça. Puis on les invite à visiter d'ailleurs. Puis des fois, ils peuvent prendre des photos avec nous autres en équipement. Fait que, généralement, ben c'est vraiment le fun. Ça faisait des années que je faisais l'artiste, que j'avais mon stand de bande dessinée. Mais là, depuis quelques années, là, j'avais envie de relaxer un peu, puis de vraiment juste prendre du fun avec la gang que j'ai aidé à co-créer avec Serge Rio en 2013-2014 pour vraiment aller triper avec ma gang. Super, super. Ton intérêt pour Ghostbusters, ça remonte à quand? J'hésite à dire, je pense que la première fois que je l'ai vu à la télé, c'était en 87 parce que j'ai pas pu aller le voir au cinéma à l'époque. Donc, je dirais que ça fait facilement 37 ans que ça remonte. Donc, j'étais jeune. 9 ans et demi, facile. Puis j'ai tripé quand j'ai vu ce film-là. Depuis ce temps-là, ça a toujours été « je veux ça dans ma vie à un moment donné. Je veux cette affaire-là qui va me faire souffrir comme un martyr dans le dos. Ça pèse 23 livres, mais je veux ça. » J'ai toujours détesté les jouets qui sortaient à l'époque parce que ça ressemblait pas du tout à ce que moi je voulais. Je voulais vraiment l'uniforme idéal, parfait. Et même, pour mes 40 ans, je m'étais payé ça et... Petite anecdote, c'est que le type qui a fait mon Proton Pack, parce que je l'ai acheté déjà préfait, ben il l'a moulé sur les originaux du premier. Fait que c'est littéralement légitime. C'est la même affaire quasiment que ce qu'ils ont eu sur le dos. C'est juste 2 fois plus léger que ce que les autres y avaient parce qu'avec l'électronique, c'était 50 livres. Moi, c'en est à peu près 22, 23. Est-ce que n'importe qui peut se joindre à votre mouvement? N'importe qui, ben, je pense que c'est n'importe qui a envie de faire un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire de sortir dans les conventions, de bientôt, de peut-être justement avoir l'envie de perpétrer la passion qu'on a pour ces films-là, que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4, ben, faire en sorte que tout le monde qui a envie de se joindre à nous, ben, ait envie de juste triper. Triper en gang, faire triper les gens qui aiment ce film-là, ou leur donner la curiosité de visiter cet univers-là par l'entremise des stands qu'on a ici. Puis d'ailleurs, je donne un gros props parce que Marilyn Castonguay, qui est la conjointe de Serge Rioux, ben elle et lui, ben c'est eux qui ont majoritairement ramassé, créé et recréé les props qu'on voit sur les tables. Donc, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Puis je pense que pour aider le public à vraiment rentrer dans notre univers, ça aide. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'ils font avec passion. Ils nous le montrent à chaque année. Ils ont tellement encore plus de stock que ce qu'on voit là, mais des fois, il faut qu'ils se limitent. Mais honnêtement, je pense que ça fait un stand que j'ai toujours hâte de revoir. Et bien sincèrement, je pense que c'est... Puis là, on a même des petits tests d'électrochoc. Bien, c'est pas des vrais électrochocs, évidemment, mais c'est quelque chose, on peut faire des tests comme dans le premier film pour savoir si les gens ont des dons paranormaux. Et s'ils l'ont pas, ben c'est comme un vibrateur de manette de PlayStation. On leur met ça sur la main et ben s'ils l'ont pas bien, ben on le part. Excellent, excellent. Ça fait depuis quand exactement que vous existez? Si je me souviens bien, c'est 2013. Donc, ça fait 11 ans qu'on existe. Alors, notre groupe n'a pas cessé de grandir depuis. Je crois qu'on est rendu à peu près à plus d'une vingtaine de membres. Il y en a plusieurs qui ont des Proton Pack, il y en a qui n'en ont pas. Mais pour les gens qui voudraient nous joindre, ben il faut déjà qu'ils sachent que c'est pas obligatoire d'avoir un Proton Pack. Si on a envie d'avoir l'uniforme, en autant que ce soit le plus proche de... quelque chose qui est quand même assez proche du film, on est correct avec ça, là. L'important, c'est que la personne soit passionnée. Puis c'est ça qui fait en sorte que
nos rangs ils grandissent et qu'on a envie de propager cette affection-là pour les films. Puis essentiellement, ça fait juste du gros fun en gang. Simon, SB, j'aimerais ça que tu me parles de ton projet Bouddha brisé. Le Bouddha brisé, c'est une bande dessinée que j'ai sortie pour la première fois en 2016. Et je la travaille depuis 2014, ce qui veut dire l'année d'après d'avoir fondé le groupe de Québec SOS Fantôme. J'ai eu l'idée de commencer à faire cette BD-là. Et 2016, je l'ai sortie. Je travaille sur le 5e chapitre actuellement qui, peut-être, si tout va bien, va peut-être sortir en 2026, mais c'est massif. Ça va être un chapitre qui va battre tous les autres en termes de taille. C'est une BD qui, essentiellement, va parler de certaines thématiques comme l'anxiété, la dépression, la recherche identitaire, où est-ce qu'on est dans le monde. Puis, dans ce monde-là, il y a un concept dans lequel les personnes qui retiennent trop leurs émotions en dedans, qui refoulent trop, ils peuvent vivre ce qui s'appelle une dissociation, c'est-à-dire que tout ce qu'on a refoulé va ressortir dans un être humain en chair et en os, puis avec qui tout le monde peut interagir. Ça veut dire que tout le monde est en danger d'être en dissociation dans ce monde-là. Puis mon personnage, c'est un peu l'archétype de qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis comment est-ce qu'il faut pas retenir nos émotions, parce que lui, il les retient depuis vraiment trop longtemps. Puis rendu à un certain chapitre, ça arrive, puis là, on se dit « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer? » Puis là, je suis rendu au chapitre 5. Les chapitres, ils durent en général 36 à 43 pages, mais là, le 5e, il va en faire 120. Et ça va être vraiment massif parce que c'est le plus difficile que j'ai eu à écrire, à dessiner. C'est le plus complexe, mais c'est le plus émotionnellement investi dans lequel je suis parce que je pense que ça ne peut pas aller plus aux origines de qu'est-ce qui fait de moi qui je suis. Je vais vraiment me défouler à tout écrire, ce qui me passe par la tête, dans le cœur, puis tout. Faire en sorte d'aller chercher le lecteur puis lui dire « Hey, toi, est-ce que tu ressens ça toi aussi? » Puis je pense que ça va vraiment chercher des cordes qui peuvent parler à plein de gens. J'ai le goût que tu me parles d'une dernière passion que tu viens de me faire découvrir. En fait, je ne le savais pas. Tu es dans l'univers du podcast aussi depuis peu. Depuis début de l'année, Mathieu, qui est un des gars qui a repris en main la centrale SOS Fantôme de Montréal, qui est SOS Fantôme Blainville, lui, ce Mathieu-là, il est venu me voir en début d'année puis il a dit que ça y tentait de faire un podcast parce que il y en avait un qui allait se finir avec quelqu'un d'autre, puis qui est Dominique Stutz, qui lui a qui avait le podcast de Sorel Ghostbusters. Puis vu qu'il finissait ça, lui, il voulait pas voir le paysage ne plus avoir de podcast. Puis on s'est demandé pendant un temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme podcast? Puis il m'a demandé de co-animer avec lui. Et j'ai trouvé que c'était un honneur des plus incroyables. Et on a fait 3-4 épisodes depuis. On s'est trouvé un logo. On s'est dit vers quel sujet on va se centrer. On s'est dit on va se centrer sur les univers geeks en général. Pas seulement SOS Fantôme, même si ça s'appelle le Ghostcast Québec, on voulait que ce soit notre passion primaire qui nous a fait découvrir les univers geeks, c'est SOS Fantôme. Ça, il n'y a pas de doute. Mais on voulait pas faire que ça. On s'est dit, après 10 épisodes, on a fait le tour du sujet. C'est beau. Mais là, on s'est dit les univers geeks. Ça, là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout. Ça peut être des choses qu'on n'a aucune idée. Alors, on s'est dit, on va là-dedans. Je suis rendu où je crois que ça va être l'épisode, probablement que les auditeurs sont en train d'écouter l'épisode numéro 124. Je peux te confirmer, tu n'as pas fini d'avoir du matériel. Tu vas avoir beaucoup de plaisir à faire ça. Si on veut écouter le Ghostcast, on pogne ça où exactement? Il y a la page Facebook du Ghostcast, puis je me souviens pas c'est sur quoi, parce que malheureusement, je suis pas aussi informé que Mathieu, mais il me l'avait dit hier en plus, le site, mais si je m'en rappelais, je pourrais le dire là, mais malheureusement, Mathieu n'est pas là aujourd'hui, il était là hier, j'aurais tellement dû lui demander encore plus, mais normalement, je pense que vous allez avoir un lien sur le Facebook pour aller trouver la page source pour écouter les épisodes, sinon, en visuel, vous allez les avoir sur le Facebook. Oh, excellent, vous faites ça en visuel aussi. Bon, écoute, Simon, je tiens à te remercier 1000 fois en espérant te revoir dans plusieurs conventions puis peut-être avoir une collaboration en balado avec vous autres. Merci 1001 fois, puis vous pouvez être certain que osez me demander, je suis prêt à être là. Super, merci beaucoup. Bye-bye. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Sean à KBSF qui va faire une entrevue pour vous autres. Dans le moment, je suis avec Hugo Bellavance.
On a déjà parlé de ses œuvres dans le passé, C'est beau le rouge. J'avais la chance de parler une couple de fois, soit le mini festival de BD sur le rue Saint-Jean, puis là aujourd'hui à Québec Comic Con, je suis encore avec lui, excuse-moi. Salut Hugo, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. C'est bien. La dernière fois qu'on a parlé à la mini festival de BD de Québec, tu avais parlé de glisser un mot pour que, à un moment donné, tu avais comme perdu la flamme un peu de faire des BD. Puis tu es rendu où dans cette histoire-là? Oui, c'est parce que ça m'a pris 4 ans faire cette BD-là. Fait que ça a été un gros projet. J'ai tout mis mon âme là-dedans. Fait que là, pendant un petit bout, je me suis dit, ça va être mon dernier projet, mon premier et dernier projet. Mais là, je commence à repenser à des nouvelles idées, un petit concept pour peut-être une suite, là. Puis je commence à prendre des inspirations ici et là. Fait que peut-être que dans l'avenir, il va y avoir un petit quelque chose. Ah, c'est bien ça. C'est quoi qui a rallumé la flamme pour peut-être faire une deuxième ou une suite de... Honnêtement, c'est à force de côtoyer les super artistes qu'on voit au Comic-Con ou dans les festivals de BD, là. Voir leurs œuvres, puis là, tu commences à cogiter. Mais si je m'en allais, peut-être un petit côté d'histoire qui te vient en tête. Puis là, ça ouvre une petite flamme. Fait que là, on est rendu là. On va essayer de mettre du bois dans cette flamme-là, voir ce que ça va donner. Là. Ah, c'est bien. Puis ça, la fin de semaine, à Québec Comic Con, ça a-tu ajouté un coupe de bouche dans ton feu pour ça? Oui, mais c'est surtout les beaux commentaires. Les gens viennent à notre table, puis hey, wow, le visuel est malade, puis on aime ce que vous faites. Puis il y a même des gens qui se disent hey, c'est vous qu'on venez voir au Comic-Con aujourd'hui. Fait que c'est sûr, ça fait un show, puis tu te dis je peux pas arrêter là, il faut qu'on continue. Oui, c'est sûr, de rendu avec une fanbase là, qui te suit, là, c'est vraiment bien ça. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? On a déjà parlé, tu avais peut-être faire une suite ou une autre sorte de volume. Si c'est pas une suite, c'est quoi tes idées? Bien, c'est sûr que la science-fiction, c'est quelque chose qui m'aurait tenté. Là. Peut-être dans un environnement Québec futuriste avec des robots, je sais pas, jouer avec cette action-là, jouer avec ce type de dessin-là. Je suis un gars qui aime les ninjas, j'aime les robots, fait qu'on dirait que j'aime pas les humains avec leur face, je sais pas. Fait que, peut-être y aller de ce côté-là, l'intelligence artificielle, là, mais... Oh, Colin, c'est un sujet de jour en plus, ça va être vraiment intéressant, là. Oui, Colin, c'est vraiment... Moi, curiosité, et j'ai une pique là, de curiosité, là. J'ai vraiment hâte à voir la prochaine œuvre que tu vas faire. Merci beaucoup, Hugo, c'était vraiment apprécié pour ça, ton interview. Merci à toi, c'est super le fun de vous croiser à chaque fois, là. Vous êtes partout. On essaie d'être partout, c'est ça notre job, là. On essaie de promouvoir tout le monde. Merci, Hugo. Merci beaucoup. Bonjour, ici Heidi Bourdage de KBHB et je suis en train de faire une entrevue avec Julie et Lydia. Bonjour. Bonjour Heidi. Je commence mon entrevue avec cette question. Pourquoi avoir choisi le style de bande dessinée? Dans le fond, pour adapter Luna, le roman, dans le fond. En fait, moi, c'est sûr que je suis une dessinatrice, donc c'est sûr que j'ai toujours envie de faire des représentations visuelles des histoires, donc... c'est pour cette raison que c'est sûr que le dessin, ça fait partie de ma vie, donc c'était évident pour moi que j'avais envie de faire cette histoire en bande dessinée. Hein. C'est sûr, moi je vous comprends, moi aussi je dessine avec pas mal tout le temps. C'est un beau médium. Hein? Quel est votre personnage préféré des albums? Mais en tant que dessinatrice, j'ai beaucoup aimé dessiner Luna, parce que je sais pas, j'aime ses cheveux longs, mais sinon, j'aime beaucoup dessiner aussi le loup, les animaux. Là, je reviens avec une passion de mon enfance. Là. J'aimais beaucoup dessiner des animaux quand j'étais plus jeune. Donc, c'était le fun de revenir avec ça, là, ce petit côté-là. Donc, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'adorais dessiner des animaux quand j'étais plus jeune. J'adorais. J'aimais beaucoup les chevaux, là, mais les loups aussi, j'aime beaucoup ça. Un petit peu plus facile à dessiner que des chevaux. Est-ce qu'il y avait une inspiration spécifique pour ce livre-là? Mais c'est sûr que moi, j'ai grandi mon adolescence avec Le Seigneur des Anneaux, donc je me suis beaucoup référée aux costumes du film visuel qu'ils ont fait, donc c'est sûr que je me suis inspirée beaucoup de ça. Ma culture des elfes vient beaucoup de ce film-là, donc je dirais en partie c'est beaucoup Le Seigneur des Anneaux, là. Mais j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai mélangé des genres, donc ouais, c'est ça. Donc en fait, vous êtes créé votre style à vous? Oui, oui, là, pour essayer d'être un peu différent, puis aussi comme Le Seigneur des Anneaux s'adresse peut-être à un public un petit peu plus mature, j'ai essayé d'ajouter une touche plus colorée, donc ouais, comme pour
me différencier un peu aussi. Là. On veut pas faire du copier-coller, donc oui. Luna est basée sur un roman. En le dessinant, est-ce que vous avez eu carte blanche? Oui, en fait, c'est sûr que peut-être que l'auteur est revenu des fois avec certains personnages, là, qu'il y avait des... Comme je disais, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a créé, cet album, là, mais il me semble qu'on a eu quand même assez carte blanche. Je me souviens pas d'avoir eu des gros retours. Je pense que il y a peut-être le loup qui était trop gros au départ, que j'avais dessiné, que j'ai dû diminuer un peu. On dirait que moi, j'aime ça, les rapports de grandeur, là, donc je l'avais fait vraiment plus énorme que peut-être qu'un loup réel, là, mais je crois que j'ai été assez libre au niveau du dessin. Là, j'ai pas, c'était le fun pour ça aussi, là, quand on nous permet une liberté artistique. Ouais. Est-ce qu'il y a une planche en particulier qui vous a causé plus de problèmes à dessiner? Mais j'essayais de réfléchir, mais je me rappelle dans le deuxième album qu'il y a un moment où qui sont dans les montagnes, puis il y avait des corps qui étaient gelés. Donc, ce moment-là, j'ai trouvé ça particulièrement difficile à dessiner, genre d'essayer de représenter un corps dans la glace. Il y avait quelque chose de difficile à faire. Donc, on dirait que c'est ce moment-là qui me vient en tête. À part ça, c'est sûr que il y a des moments que j'aimais dessiner, là, quand il y avait plus de magie. Je trouve que j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de magie un peu dans les albums là, pour dessiner. C'est des trucs que j'aime faire, là, les FX et des affaires comme ça. Là, mais ouais, c'est fun. Et en ce moment, est-ce que vous travaillez sur un nouvel album? En fait, oui, nous, on travaille sur Balle aux pieds ici, qui est, comme on parlait, c'est une fiction plus réaliste d'une jeune fille qui a un accident, puis qui est amatrice de foot. Mais qu'à cause de son accident, dans le fond, il faut qu'elle revoie un peu son futur, ses plans. Puis, dans le fond, on travaille sur la suite, mais on a aussi un autre projet avec Dupuis, encore une fois, les éditions Dupuis, mais je ne sais pas si on peut en parler encore, mais c'est un produit dérivé d'une série TV qui va sortir en France. Donc, c'est différent, là. C'est un petit peu plus jeunesse, là. On est plus dans les 8 ans et plus, là, mais Cool. L'année prochaine, on va le présenter. Oui, il y a un loup puis un chien. C'est plus juste des animaux dans celui-là. C'est vraiment plus jeunesse, donc... ouais. C'est pas grave, t'as le droit. Merci pour cette entrevue. Merci à toi. Hein. Merci. On est présentement dans la salle des exposants. On vient de croiser Catherine Loli. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Écoute, on voulait savoir, as-tu fait une découverte durant ton Comic-Con? Ben oui, en fait, il y a quelques années, j'ai croisé Charlotte Chung, qui est la voice actress de Diva dans Overwatch. Elle est là cette année. Fait que dans le fond, je me suis fait faire un print signé de elle. Fait que j'étais super contente qu'elle soit là. Super. Écoute, as-tu d'autres projets pour la convention? Pour ma convention, non. La salle marchande, c'est pas mal ce que je vois le plus. Puis voir les cosplays, voir ceux-là que je connais. Fait que je suis super contente, ouais. Catherine, on le sait, c'est toi qui as fait l'impression pour nos chandails, aussi pour notre bannière, qu'on adore, soit dit en passant. Est-ce que quelqu'un, peut-tu arriver avec son projet pour, si jamais un auditeur qui voudrait faire imprimer quelque chose, il peut-tu t'appeler, passer par toi? Oui, en fait, ils peuvent passer par nous. On peut faire autant des petites quantités que des moyennes quantités, grandes quantités. Vos logos sur les chandails, oui, on peut faire tout ça. Et surtout à prix compétitif, vraiment, ça vaut vraiment la peine. Fait que, écoute, on va te souhaiter une bonne convention, puis on peut te contacter par... J'ai une page Facebook, Loli Infographie. J'ai mon numéro de téléphone, le 418-580-6439. Et sinon, vous pouvez venir en personne à la boutique sur le boulevard Sainte-Anne. Écoutez, les boys, là, les filles, les geeks et les geekettes, c'est pas compliqué. She's one of us. Si vous avez un projet de geek, c'est la personne qu'il vous faut en tant que telle. Fait que, Catherine, merci beaucoup, puis bonne convention. Ben merci à vous aussi. Bon, bonjour tout le monde. Là, c'est encore Chante Fini, une deuxième fois pour une autre entrevue. Là, je suis avec Denis Huot, un de mes artistes préférés de Québec. C'est très souvent que j'achète ces choses, à chaque Comic-Con, chaque festival, chez WeCon aussi. J'achète souvent ces stocks à lui. Bonjour Hugo, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va, je viens de dire Hugo, parce que je viens de parler avec Hugo. Là, c'est Denis, là. Oh, Colin. Le cerveau n'est pas à 100% le matin, là. C'est mis pas... On est sur la même longueur d'onde, là. Oui, c'est ça. Puis, fin de semaine, belle fin de semaine à date de Québec Comic-Con? Oui, super belle fin de semaine à Québec. C'est toujours le cas que les gens de Québec, c'est des gens passionnés, justement, de bande dessinée, d'illustration, puis ils aiment beaucoup échanger. J'adore ça, là. Ah, c'est vraiment fun, ça. Fait combien d'années tu viens dans des Comic-Con dans ce style-là? Depuis 2012, donc ça va 12 ans que je fais des Comic-Con, ouais. Oh oui, 12 ans. Ah oui, 12 ans. C'est quoi ton premier Comic-Con que tu as fait?
Comic-Con de Montréal. Ah, OK. J'ai commencé là à Montréal. Ça fait 12 ans. Oui, c'est dans mes mêmes années, moi, que j'ai commencé d'aller chaque année. Là. Nous autres, dans ma gang ici à Québec, on montait tout le temps avec les minibus pour... oui. Ah, oui, c'est tout le temps... C'est une bonne affaire, on monte en minibus, fait qu'on se regroupe, là. Oui, c'est exactement. C'est la meilleure façon de contrôler le monde. Là. Bien sûr, le monde se présente. Là, là aussi, ça arrive souvent qu'on voit au Shawicon aussi. Oui, Shawicon, ça aussi, c'est un autre bel événement, vraiment plus familial, convivial. Je te dirais que Québec, là, ça ressemble un peu à ça. Là. Il y a même des années à Québec, là, il y avait même de la lutte, des combats de gladiateurs, tout ça. Je trouvais que ça avait un peu la même mouture que Shawicon, le Shawicon de la Shawinigan, là. Ou le contraire, je ne sais pas qui est qui là-dedans, mais c'était vraiment la même ambiance, c'était vraiment intéressant. Oui, j'adore. J'étais pas souvent à Shawicon, mais parce que c'est souvent un mois de février de mémoire. L'année passée, en 2023, on n'en avait pas. Est-ce que tu es au courant s'il va y avoir une cette année? De ce que je sais, il n'y en aura pas d'autres. Oui, c'est ça. J'ai un contact avec le promoteur. Et puis le Shawicon, il n'y en aura pas d'autres pour l'instant. OK, sur le projet mis en glace pour l'instant. On espère toujours. Puis même le promoteur, là, il travaille dans ce sens-là. Mais pour l'instant, 2023, pas 2023, mais 2024, 2025, il n'y a pas de Shawicon de prévu, là. Okay. Puis de mémoire, l'organisateur de Shawicon, excuse-moi, c'est ton collaborateur pour West Wolf, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est le scénariste pour la bande dessinée West Wolf. Là. C'est Nino Mancuso. Ouais. Ah, c'est bien ça. Là, j'ai vu que tu as une recueil déjà sortie. Bien, c'est pas un recueil, c'est le tome 1. C'est mon premier tome pour la bande dessinée. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, à la scénarisation, il y a Nino Mancuso. Il y a moi qui fais, en fait, tout le reste, l'illustration, le graphiste. Et puis, on a même pondu un petit recueil, un prologue qu'on appelle, qui est un petit 7 pages d'histoire. Puis évidemment, un prologue, ça le dit, ça se passe juste avant, mais tu sais, ça l'explique pourquoi ça commence comme ça un peu, l'état du personnage, là, le Jack, qui est le méchant, pourquoi il est un petit peu bouleversé en arrivant dans la BD. Mais c'est pas nécessaire pour comprendre le tome 1, c'est du goodies là, supplémentaire. Là. Oh, c'est vraiment intéressant. Puis là, on peut acheter ça où, cette BD-là? On peut acheter ça en ligne, sur deninoédition.com. On a une boutique Square qu'on peut acheter directement. On peut aller dans n'importe quelle librairie, la réclamer, demander au libraire de la commander. On est dans leur, comment on appelle ça, leur outil de recherche. Et puis nous, dans ce temps-là, on reçoit un courriel quand il y a une commande de passer à telle librairie. On expédie ça, puis le plus de librairies qu'il y a des demandes, le mieux c'est pour nous autres. Oui, c'est sûr. Oui, ça, ce côté-là, je comprends. Oui. Comme même chose de nous autres dans le podcast, là, plus de monde qui nous connaît dans d'une bibliothèque ou d'un abonnement, là, c'est mieux pour nous autres. C'est sûr. Votre style de dessin, c'est vraiment distinctif. J'adore ça. C'était quoi tes inspirations? C'est quoi tes héros dans cette dessin? J'en ai tellement, par où commencer. Écoute, j'ai un background en dessin animé. Ensuite de ça, des illustrateurs au niveau BDS, c'est plus au niveau BDS américain que j'adore. Là, Scott Young, Humberto Ramos, Greg Capullo, qui est une grosse influence. J'adore Greg Capullo. C'est un peu les styles, je pense. C'est un mix de tout ça qui est rentré en ligne de compte. T'sais, j'ai dessiné un peu Caillou. Ça paraît pas dans le dedans, là, mais je veux pas au niveau de la construction dessin animé, petit look cartoon. Ma construction est très, très cartoon. Après ça, c'est là que je graphigne le plus, là. C'est ça. J'essaie de penser à d'autres artistes. Jim Lee, pour moi, est une inspiration incroyable. Puis, sauf que, tu sais, Jim Lee, c'est un maître. Jim Lee est là, puis après, tout le monde est là en dessous, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Grosso modo, c'est mes inspirations, mes artistes là, qui m'influencent le plus. Pas juste au niveau du look, mais au niveau aussi, comme en bande dessinée, là, puis en illustration, au niveau de la composition, le storytelling, la façon qu'ils vont utiliser leur pinceau, leurs plumes. J'ai même vu Jim Lee faire une illustration avec de l'encre puis un Scott Towel. C'est ça, il a fait un Batman, tu sais, avec ça. J'étais comme, oh my God, tu sais. Pourquoi acheter des pinceaux quand tu peux faire ça avec un Scott Towel? Il y a une Jim Lee, tu sais. Fait que c'est des inspirations vraiment, là. C'est bien, c'est parfait. Puis là, en plus, d'autres choses que j'aime avec ces images, qu'est-ce que tu fais, c'est de beaucoup de mouvements. Ça, c'est ce que j'aime. C'est pas vraiment... Oui, c'est une image statique, puis tu as toujours l'impression que tout le temps, les personnages sont en mouvement. C'est impressionnant, ce style, puis sa capacité de faire ça. C'est vient d'où, ça, cette capacité-là? C'est-tu quelque chose inné ou quelque chose que tu as appris? Je te dirais que ça vient souvent avec le sujet à dessiner. Tu sais, quand on dessine un sujet puis qu'on le sent bien, justement, puis ça va tout de suite se transposer dans l'image. Puis j'aime exagérer le dynamisme de ma ligne, le dynamisme de la pose.
parce que de ce que je remarque, c'est que plus j'avance dans la finition, on en perd de ce dynamisme-là. Fait que j'aime ça exagérer. Puis je pense que c'est ça que tu remarques le plus, là. Oui, vraiment, vraiment. Là, ça, c'est Québec Comic-Con. As-tu d'autres cons ou événements pour le prochain, avant la fin de l'année 2024? Non, c'est pas mal mon dernier événement majeur. Il y a un petit show on a su que ça arrivait, c'est un Requiem, qui est un Fear Fest à Montréal. Là, ils font un spécial de Noël qui va être le 30 novembre. C'est pas mal ma dernière apparition. Ça, c'est pour Westwolf, la BD. Après ça, moi, je recommence mois de juillet prochain. Non, pas vrai. Festival de BD de Montréal, on va se réinscrire. Là. La paperasse va sortir bientôt. Là. Puis on va remplir les formulaires. On va réapparaître au Festival de BD de Montréal, qui se trouve être au mois de mai, dans ces environs-là. Fait que mai, juin, juillet, là, je refais les festivals de BD, les Comic-Con de Montréal, Fan Expo de Toronto, Comic-Con d'Ottawa. Québec, je vais essayer de revenir l'année prochaine comme artiste invité. Je soumets ma candidature, j'attends des nouvelles. Apparemment que ça regarde bien. Fait que, on se croise les doigts. Oui, j'espère aussi, parce que honnêtement, j'ai tellement... quand je vois tes dessins, là, comme là, hier, j'ai spoté celle-là avec Captain Rex. Là. Oh, ça me gruge. Là. Ça, c'est juste, ça va faire un trou dans mon portefeuille, ça. Là. Sur ça, Denis, merci beaucoup. Merci pour ton temps, puis bien content de jaser aujourd'hui. Parfait, merci à toi. Je suis présentement au kiosque de l'exposant Première Issue. Si vous écoutez le podcast, c'est pas la première fois que vous entendez parler d'eux autres. Je suis avec David Alexandre. Comment ça va la convention jusqu'à maintenant? Ben, ça va très bien. Beaucoup d'intéressés, beaucoup de monde. Ça groove pas mal. Moi, dans ma sélection d'inventaire, aujourd'hui, je vais pour ce qui est connu, mais on dirait qu'il y a un retour pour le comic, le vieux comic aussi. Coup de cœur aujourd'hui, pour moi, ça serait les Elden Ring Artbook, là, c'est ce qui tire le plus pour l'instant, mais ici, on parle de comics. J'irais plus avec le Watchmen Pocketbook, super bon, pas cher, achetable, $13,99, pas cher. Nouvelle série de DC qui, finalement, mettent les classiques en format pocket. Donc, très intéressant pour le jeune consommateur qui veut explorer l'univers du comic. En plus, Watchmen, si vous n'avez pas ça dans votre pile de comic book, votre collection de comic book, c'est pas une collection, c'est une pile. Fait que, on sait, en tout cas, jusqu'à maintenant, la convention fait à peine commencer, ça bourdonne déjà. J'imagine, tu disais aussi, un gros vendeur durant les conventions au Comic-Con, souvent, c'est les livres basés sur les jeux vidéo. Oui, les livres basés sur les jeux vidéo. Les kids, ben, tu sais, tous les kids, et moi-même aussi, on joue à des jeux vidéo. Puis là, tous les livres d'art, les livres d'histoire comme Cyberpunk, des trucs Witcher, Cuphead, ça roule, là, c'est ça, bien connu, puis ça vend très bien. On est bien heureux de tout ça. Première Issue fête cette année ses 40 ans. Ça nous rajeunit pas, surtout que moi, j'étais consommateur chez Première Issue à l'origine. Je vois par contre qu'une des choses qui m'attirait à l'origine chez Première Issue, c'était les livres de Donjons Dragons. Vous en avez en stock présentement au Comic-Con? Oui, bien, j'aime ça traîner ça parce que moi, je suis aussi un ex-joueur. Puis, ben, c'est un univers qui est tellement limitless, on va dire. Puis, ben, c'est ça. Il y a une nouvelle génération de joueurs. Il y a beaucoup de livres d'art, des livres d'histoire sur la création de donjons, l'historique des éditions. Il y a beaucoup de matériel intéressant fait par des passionnés. Fait que j'amène ça ici, puis sûrement que dimanche, à la fin de journée, il me restera plus grand-chose. On va encourager les gens à venir vous voir au kiosque de Première Issue. Vous êtes directement dans le fond, directement là, presque dans le coin. Si vous les cherchez, ça va être facile à trouver. Par contre, sinon, il y a toujours la boutique directement sur la rue d'Auteuil. Et si vous cherchez la perle rare en termes de bande dessinée, tu as un site Internet. Oui, j'ai un site Internet, surtout avec des collections complètes d'histoires en single issue. On a plein d'affaires. Sinon, il y a le contact sur notre site. Là, si vous avez des questions, vous cherchez des perles, n'hésitez pas à nous contacter. On a un bel entrepôt mystérieux, plein de trésors. Et surtout une boutique remplie de conseillers qui sauront vous guider dans votre choix de bande dessinée et qui connaissent ça. Ce n'est pas des gens qui font ça une fois de temps en temps. Ils baignent là-dedans. David Alexandre, tu es né dans le domaine du comic book. Fait que merci beaucoup pour ta patience et ta collaboration. Au revoir. Ça fait plaisir. Bon montage. Je suis en compagnie de Pierre, un artiste de Québec, mais originaire de Jonquière. Oui, c'est moi. Bonjour.
Écoute, Pierre, j'aimerais ça que tu nous parles de tes différents projets présentement de Gilbert et les monstres. Oui, Gilbert et les monstres, c'est mon nouveau livre qui vient de sortir. Il est sorti la semaine passée en librairie. Alors, c'est un livre... Gilbert, c'est le nom de mon fils. Alors, c'est un livre qui a pris presque 10 ans à faire parce qu'à la base, ce livre-là s'appelait Arthur et les monstres. Il y a eu des petits problèmes. Il a été mis au rencard. Il y a plusieurs auteurs qui ont comme débarqué. Et il y a 1 an et demi, l'éditeur m'a dit, on a une nouvelle autrice, Ria Dufresne, qui a travaillé sur retravaillé mon texte d'origine, refait un texte à sa saveur. Et on a dit, à place de l'appeler Arthur, je vais l'appeler Gilbert. Et la famille, c'est la famille Girard, comme moi, Pierre Girard. Alors, c'est mon nouveau livre. Je suis très fier de ce livre-là, avec qui j'ai travaillé avec Ria Dufresne. On a bien hâte de checker ça, de regarder ça. Nous autres, par contre, à KBSF, on s'est beaucoup attardé au livre que tu as écrit à propos de Voivode, parce qu'on est des fans de métal, puis notre thème musical était fait par un auteur de métal, un musicien métal. Fait qu'on y a offert une copie. J'aimerais ça que tu me parles de ton livre sur Voivode. Voivode, c'est un livre qui est sorti il y a environ 2 ans. La bagnole, c'est un livre sur l'histoire de Voivode à partir de mes souvenirs d'enfance, parce que je viens de Jonquière comme eux. Et puis moi, quand j'étais enfant, je voyais des tags de Voivode, j'entendais des histoires sur Voivode. Tout le monde parlait de Voivode. J'avais peur de Voivode, je pensais que c'était Satan. Et juste ce que je découvre, c'était quoi Voivode, à un moment donné, à l'époque, Musique Plus et Canal Famille partageaient le même poste. Et le soir, on devait à la maison, ça devait être Canal Famille, je sors dehors, je rentre, c'est Musique Plus, Solid Rock. Là, j'entends Voivode! Là, je vois Voivode, de la bonne Voivode, de Voivode. Là, j'ai comme fabulousé, ça explose dans ma tête. Je découvre c'est quoi et j'ai encore plus peur d'eux. Alors, puis à l'époque, j'avais comme découvert que le vidéoclip était fait par Dédé Fortin, le premier vidéoclip de Voivode. Alors, c'est comme toutes des histoires par rapport à Voivode que je raconte. Oui, puis Dieu sait que Voivode, entre autres, à l'époque, le chanteur, justement, c'était quelqu'un qui avait étudié en infographie, je pense, puis il mettait beaucoup accès sur le visuel. Moi, l'album Nothing Face, ça a changé ma vie. Je sais pas pour toi. Oui. Oui. Tu sais, il y avait tout un côté aussi, tu sais, comme le 3D, quand on pense à ça, le Sofimage vient d'un gars de Jonquière. Donc, j'ai oublié son nom, mais il est mort récemment, là, mais il y avait comme tout un petit côté 3D là-bas, je sais pas pourquoi. Pierre, hier, on s'est croisés, je sortais de la conférence de presse. Jason Rockman a dit que c'était son coup de cœur dans les invités, qui a vraiment trippé sur ton album que tu as fait à propos de Voivode. Tu étais comme surpris de ça, pourtant? Oui, j'étais surpris parce que, pour être franc, je savais pas pourquoi je t'ai invité jusqu'à hier, ce que j'ai compris, que Jason était rentré aux premières issues. Sam Murdoch, il a dit, il avait vu qu'il était comme fan de métal. Il a dit, t'aimes le métal? Il y a l'album Voivode. C'est comme ça qu'il a découvert l'album, et c'est pour ça que pendant un bout, je comprenais pas, mais quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, OK, c'est pour ça que je t'ai invité. Hey, écoute, on va encourager les gens à aller voir tes livres, acheter tes illustrations. Ils sont disponibles d'ailleurs chez Première Issue. Puis on va te souhaiter une bonne convention. OK, on va te souhaiter une bonne convention. Ah, OK. Hey, merci, excuse-moi, c'est dur, il y avait beaucoup de sons, je comprends pas tout. Mais oui, à toi aussi. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir. Je suis au kiosque des éditions Sawin avec Nick Michaud, ça va bien? Oui, super. Toi? Excellent, on espère qu'on n'aura pas du son comme la dernière fois qu'on s'était rencontrés à Montréal. Tu as un nouveau projet qui vient tout juste de sortir, ça fait pas longtemps. Peux-tu nous en parler? Oui, Baptême dans le feu, que tu as jasé la dernière fois à l'autre épisode, puis merci d'ailleurs. Dans le fond, c'est la suite, pas la suite, ça fait partie de la collection Chroniques du Grimoire Noir. C'est des petites histoires d'horreur à chaque année, on en sort un à chaque automne. Puis cette fois-là, c'est une histoire qui se passe en enfer. C'est assez extrême comme histoire. C'est des parents qui vont voir une voyante, puis pour avoir contact avec leur fils qui est décédé, puis ils réalisent qu'il est en enfer. Mais la voyante, elle a une possibilité de baptiser l'enfant, mais les parents doivent se rendre en enfer. Donc, ils se suicident, puis c'est la recherche de leur progéniture qui est... donc, c'est assez extrême. C'est sûr que c'est en enfer, ça ne pouvait pas être doux. Mais j'ai beaucoup axé sur le côté... je pense que pour avoir été père, j'aurais pas pensé créer ça, parce que quand on est parent,
on ira en enfer pour notre enfant, peu importe pour qu'il se sente bien. Fait que c'est ça le but. Puis je suis très content. C'est sûr que les gens trouvent ça parfois extrême, mais ceux qui aiment l'horreur et tout ça, ils trippent bien raide. Fait que tu as mixé deux grandes passions que tu as, c'est-à-dire ton enfant, puis le milieu métal, l'enfer, etc. Mis à part ça, vous êtes ici avec présenter d'autres projets aussi avec d'autres personnes de ta maison d'édition? Oui, ben j'ai mon comparse qui a dessiné dans l'album, Louis Paradis. Puis c'est ça, il fait des dédicaces, des dessins. On est bien content qu'il soit là. Il y a aussi Hugo qui a fait C'est si beau le rouge. Un classique Samhain déjà. Puis c'est ça, on start sur le Comic-Con, puis c'est bien le fun, il y a bien du monde, puis on est bien content. Excellent. Puis si jamais les gens veulent se procurer les albums des éditions Samhain, c'est disponible sur éditionsamhain.com. Excellent. Merci beaucoup, puis merci à toute ta gang. Continuez votre beau travail. Nous autres, on apprécie particulièrement ce que vous faites. Merci, vous rockez solide. À bientôt, Kiosque, première issue. On a une question pour David Alexandre et sa haute connaissance en termes de super-héros, etc. On veut savoir, David Alexandre, si tu as des verrues plantaires, puis Rogue touche tes verrues plantaires, est-ce que les verrues disparaissent, tu meurs, ou les verrues meurent? Qu'est-ce qui se passe selon toi? Moi, j'ai l'impression que tout ça s'annule. Rogue a choisi ses batailles. Elle absorbe pas toutes les maladies ou les pouvoirs ou n'importe quoi. Non, tu meurs pas. La verrue reste là. Je suis sûr. Je pense que c'est même l'antidote au pouvoir de Rogue. Ce serait pas mal le premier super-héros qui peut être vulnérable aux verrues plantaires, je pense. Mais je te remercie énormément. Ça fait toujours un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.